Mardi du 10 juillet 2018, bienvenue à vous tous dans le programme du soir. Le décryptage tout de suite, on va au Zimbabwe évoquer la présidentielle. L'opposition peut-elle créer la surprise? En tout cas, il en est convaincu. L'heure du changement a sonné à 40 ans. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, table sur sa jeunesse pour gagner la présidentielle et débarrasser son pays de la vieille garde qui le dirige depuis près de 40 ans. Nous allons évoquer ce sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Nelson Chamisa, prochain président du Zimbabwe, vous arrivez à l'imaginer comme ça? C'est possible, à la limite même ce serait souhaitable parce que ça va être la première alternance dans ce pays. Mais ne nous trompons pas, il y a encore du chemin à parcourir pour y arriver. Alors, du chemin à parcourir, d'abord, est-ce que Nelson Chamisa a l'étoffe? Il a l'étoffe parce que il a côtoyé pendant fort longtemps le leader historique de l'opposition, Tsvangirai, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Ça, c'est un avantage pour lui. On l'a vu même au moment où Tsvangirai était encore malade, commençait déjà à vouloir récupérer le parti. Ça, c'est un avantage pour lui. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'était pas le seul à vouloir prétendre succéder au leader Tsvangirai. Et c'est là où le MDC pourra peut-être avoir des problèmes, parce qu'en plus du parti au pouvoir qui sera en face, ils risquent de se retrouver eux-mêmes en face, parce que avant le décès même du leader, il y a eu vraiment plein de grabuges à l'intérieur du parti, où chacun soulevait la tête pour vouloir assurer la succession de Tsvangirai. Alors, il espère quand même éditer un exploit à la Macron, à la Trudeau au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Est-ce que les Zimbabwéens sont sensibles au message d'un président jeune? Ils peuvent être sensibles au message d'un président jeune parce que quand quelqu'un dure au pouvoir, l'usure du pouvoir fait que par moment, les populations ne raisonnent même plus en termes de programme de partis politiques, en termes de projets de société. On veut simplement se débarrasser de celui qui est là, puisque comme on entend les gens le dire tout le temps, quand on leur demande de témoigner, le gars va se dire, moi je suis là, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je n'ai connu que. C'est-à-dire j'ai envie de voir autre chose. Ça peut aller à sa faveur. Ce qui peut ne pas aller à sa faveur, c'est que le président actuel n'est pas resté dans la barque jusqu'au bout. Et souvent, ça devient des fauteurs de troubles. On ne sait plus, est-ce que c'est un ancien qui vient continuer l'ancienne garde, ou bien est-ce que parce qu'il a été renvoyé, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'à un certain moment, le président Mugabe a voulu que sa femme soit la candidate du parti, et comme c'était lui la grosse tête, pour bien s'occuper de la grosse tête, on l'a tout simplement mis à l'écart. Donc, ce phénomène fait que on peut le voir comme quelqu'un qui a connu une certaine rupture avec le parti traditionnel, et ça va être à son avantage. Parce que quand on prend la rupture, on le prend comme du renouveau, en considérant que c'est quelqu'un qui peut amener autre chose. Et d'ailleurs, c'est le langage qu'il est en train de tenir. Il va réformer, il va agir sur telle chose. Il n'est pas en train de tenir ce langage traditionnel qu'on connaissait avec le président Bob. C'est ça qui fait que maintenant, l'autre pourra se retrouver dans une situation difficile, parce que le président actuel, Mnangagwa, va se présenter comme quelqu'un qui agit avec une étoffe toute nouvelle. Même si elle est attachée à l'ancienne corde, il a quitté la barque à un certain moment, et les Zimbabwéens ayant certainement apprécié le fait qu'on ait mis à l'écart le président Mugabe, ça également c'est quelque chose que lui il peut emporter. Et quand on regarde, beaucoup d'analystes considèrent que c'est lui qui risque de l'emporter à cause déjà de l'appareil d'État dont il dispose, parce que tout le monde le sait, dans nos pays encore, la campagne c'est aussi une affaire de moyens. Alors, là où Morgan Tsvangirai a échoué à plusieurs reprises, qu'est-ce qui donne à croire à Nelson Chamisa qu'il peut le faire? En fait, parmi ce qui peut donner à croire, il ne faut pas oublier qu'en 2008, la surprise dont on parle par rapport à l'opposant actuel, Tsvangirai avait créé cette surprise. Mais malheureusement, la surprise a été plutôt désagréable. Parce que quand les résultats des élections sont sortis, il faut dire que le pouvoir en place même était surpris. Et on a vu ce qui s'est suivi comme répression et tout. Il a fallu que la communauté internationale intervienne, qu'on fasse des compromis, que Tsvangirai devienne Premier ministre, pour qu'on puisse permettre à ce pays de continuer. Donc cela veut dire que
2008-2018, ça fait 10 ans. Une bonne partie de ceux qui avaient voté pour Morgan Tsvangirai sont là. Est-ce que ceux-là ont été convaincus par la suite par le parti au pouvoir ou bien est-ce qu'ils ont encore été plus déçus par le parti au pouvoir? Si on prend ces élections comme repère, Chamisa a raison de croire en ses chances parce qu'il y a un électorat qui est là. Si cet électorat reste fidèle, il peut au moins amener le président au second tour et espérer que, comme ça se fait d'habitude, au second tour, tout le monde va dire, même si on ne sait pas pour qui voter, on sait pour qui ne pas voter. Et ça permet en ce moment à Chamisa de pouvoir remplacer le pouvoir actuel. Alors, au même moment où Chamisa se dit avoir des chances de l'emporter, il dit craindre aussi des fraudes. Oui, tout le monde sait que Mugabe n'a jamais été très fort en matière d'élections libres, transparentes. Mais le président actuel donne quand même des gages. On l'a vu demander au Commonwealth de venir pour contrôler la transparence au niveau des élections. Pour moi, c'est déjà un pas, mais ce n'est pas suffisant parce qu'en 2002, la mission de l'Union européenne qui était venue pour superviser les élections, Mugabe les avait tout simplement mis dehors. Cela avait engendré même des sanctions contre le Zimbabwe. Donc pour le moment, on est en attente puisqu'ils acceptent que des observateurs internationaux soient là. C'est déjà un gage pour dire que la fraude ne sera pas astronomique dans un premier temps. Maintenant, est-ce qu'ils laisseront ces observateurs faire leur travail pour pouvoir à la fin dire clairement si les élections ont été transparentes ou pas? On n'est pas encore à ce niveau. Alors, Nelson Chamisa affronte tout de même la ZANU-PF qui est une grosse machine. Oui, c'est pourquoi j'ai dit un opposant qui vient pour faire la campagne électorale contre un parti qui est au pouvoir depuis pratiquement 40 ans. Un parti également qui a une certaine légitimité d'un point de vue historique, parce qu'il ne faut pas oublier que, quel que soit ce qu'on puisse reprocher à Robert Mugabe et à ceux qui sont avec lui, c'est des anciens combattants. C'est eux qui ont lutté également pour l'indépendance du Zimbabwe. Est-ce que les gens le reconnaissent jusqu'à présent? C'est cet aspect historique, parce qu'en ce moment, le président actuel va bénéficier de cela parce qu'il fait partie des artisans de cette indépendance-là. Il peut gagner toujours sur ce plan-là. En plus de cela, il est clair que généralement dans nos pays, quand il y a campagne électorale, le parti au pouvoir le fait avec l'État. C'est pourquoi on a pendant longtemps parlé de parti-État, puisque on ne fait plus la différence, c'est les voitures de l'État, c'est le carburant de l'État, c'est plein de privilèges qui sont utilisés avec ceux qui sont dans l'administration pour l'organisation des meetings, parfois même négativement pour déplacer les meetings de l'autre pour le mettre dans des difficultés. Mais tous ces éléments, Chamisa doit pouvoir mettre en place une stratégie pour savoir que s'il va gagner les élections, ce n'est pas en faisant comme le parti au pouvoir parce qu'il ne le pourra pas. Il faut qu'il ait des stratégies lui permettant, sans avoir les mêmes moyens, de réussir ce que Tsvangirai avait réussi en 2008, parce que Tsvangirai n'avait pas les moyens que le pouvoir avait, et pourtant les résultats avaient vraiment créé des difficultés pour le président Mugabe à l'époque. Alors, la ZANU-PF, on le sait également, est un peu divisée. Depuis le départ de Robert Mugabe, il y a les fidèles de Grace Mugabe et même de Robert Mugabe qui ne digèrent pas les conditions de son départ. Est-ce que ça ne fragilise pas un peu ce grand parti et pourra bénéficier à Chamisa? Je ne crois pas que ça va véritablement fragiliser le parti. Parce que quand on regarde la façon dont le président Mugabe est parti, on n'a pas trop senti de la résistance de la part des gens. Ce que l'on craint plutôt, c'est qui est à l'origine de cet attentat qui a eu lieu il n'y a pas longtemps lors du meeting où le président était présent. C'est cela peut-être qu'il faut craindre parce que quand des gens en arrivent, parce qu'ici on a carrément cherché à porter atteinte à sa vie. Si vous regardez les vidéos, la bombe a explosé pratiquement au moment où lui-même il arrivait avec les deux vice-présidents qui ont été blessés. Ceux-là sont à craindre par rapport à ces élections. Maintenant, ils sont de quel bord? C'est tout le problème. Si c'est des gens qui sont restés fidèles à Grace ou bien à Mugabe, ça veut dire que au-delà même des élections où il peut faire campagne contre lui, il va avoir des adversaires sur le terrain et des adversaires qui sont prêts à aller très loin pour l'empêcher de gouverner, ce qui serait vraiment dommage pour le Zimbabwe. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas senti sur le terrain, puisque la campagne a commencé, on n'a pas senti certains du pouvoir qui se sont vraiment mis de côté en faisant campagne contre la ZANU-PF
pour que ces gens-là puissent couper une partie de l'électorat de la ZANU-PF et l'amener vers Chamisa. Est-ce que Nelson Chamisa lui-même a déjà réussi à refaire l'unité dans son parti? Malheureusement, il ne l'a pas réussi parce que la bagarre a été rude. Déjà, même avant le décès de Sangirai, à son décès, chacun s'est levé, il y en avait 4 même, où chacun s'était proclamé chef du parti. Bon, on a fait comme on fait d'habitude, ramener les gens au texte, ramener les gens aux règles pour mettre en place quelqu'un, mais la déchirure est déjà là. Quand les gens acceptent, ils acceptent réellement ou bien ils acceptent malgré eux. Quelqu'un qui a accepté malgré lui, quand il va se mettre dans la campagne, est-ce qu'il va mettre tous les moyens, toutes les énergies qu'il aurait mis dans cette campagne si le candidat était le candidat que lui-même il a choisi ou si lui-même il était le candidat? Sur ce plan-là, effectivement, il peut y avoir de la faiblesse du côté de Chamisa, mais je me dis qu'il ne faut pas qu'il fasse l'erreur de compter sur son parti. Il doit plutôt compter sur les Zimbabwéens et en particulier sur la jeunesse, parce que quand le président Mugabe est tombé, moi, quand j'ai vu les jeunes parler, je me suis dit, mais attendez, en Afrique, on étouffe tout le temps les gens qui doivent parler au point qu'on a l'impression que personne ne peut parler. Mais dès qu'on ouvre l'espace et qu'on tend les micros aux gens, vous vous rendez compte que les gens étaient là, le président était là, il passait devant de très gros cortèges. Mais quand on a entendu les gens parler, mais les gens n'en voulaient plus depuis fort longtemps. Donc, il n'a qu'à compter également sur ces gens qui ne sont certainement pas dans les partis politiques, mais qui dans nos pays sont déterminants quand il faut gagner une élection. Ce qui veut dire aujourd'hui que Nelson Chamisa doit s'adresser aux Zimbabwéens. Oui, il n'a qu'à s'adresser aux Zimbabwéens, pas seulement au MDC, puisque comme on le sait dans nos pays, même quand les partis gonflent le nombre de membres de leurs adhérents, ils ont quoi? 1 million de personnes qui n'est jamais vérifié. Alors que pour gagner les élections, les adhérents d'un parti ne suffisent pas. Il faut également le vote des autres citoyens qui ne sont pas dans les partis. Il ne faudrait pas faire l'erreur de faire campagne de sorte à ce que les Zimbabwéens aient l'impression que le Chamisa ne s'adresse qu'aux militants du MCD. Parce qu'en ce moment, même si les populations font une abstention, l'abstention risque de profiter au pouvoir qui a déjà un parti qui connaît les élections, qui est habitué à la campagne électorale, qui est habitué à aller à ces batailles électorales. Eux, ils ont des gens qui vont aller voter pratiquement comme des machines qui ont été programmées. Donc, eux, ils ont intérêt à faire en sorte que les autres Zimbabwéens participent fortement à cette élection. On se focalise beaucoup sur Nelson Chamisa et sur Emmerson Mnangagwa. Est-ce qu'il n'y a que ces deux en course? Bon, le problème, c'est que les autres, c'est comme on le voit en Afrique, le Mali, il y a eu 24 candidats. Bon. Mais quand vous regardez, quand on parle de la campagne au Mali, on parle de 2 personnes. Parce qu'il est clair que c'est les 2 personnes-là qui vont se partager le gros des suffrages. Maintenant, il reste la grosse question, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui participent 3 fois à des campagnes électorales, qu'elles soient présidentielles, législatives ou autres, et qui ne parviennent même pas à avoir 5% des suffrages. Moi, je suis pour qu'on mette une loi qui permette aux jeux politiques d'être un peu plus clairs, en déterminant en fonction des pays un pourcentage. Quand un parti n'est pas capable de l'avoir, on demande au parti d'aller s'organiser en termes d'association, de mobiliser des gens d'abord avant de venir prétendre à ce suffrage. Parce que ça brouille les cartes, ça rend difficile l'organisation des élections. Au Mali, on parle de 29 milliards pour organiser des élections. Dans un pays pauvre comme le Mali, dans un pays en guerre comme le Mali, et 29 milliards parce qu'il faut éditer des bulletins pour chacun des candidats, chacun doit faire campagne, il faut assurer la sécurité de chacun. Mais tout cela pour que des personnes aboutissent après à des 1%, à des 0,5%. Moi, je crois qu'il faut qu'on accepte, non pas contre la démocratie, mais de façon objective, de dire que nous n'avons pas encore les moyens de payer le prix de cette démocratie-là, où des gens participent à des élections et ne peuvent même pas avoir 1% des résultats. C'est ce qui risque de se passer au Zimbabwe. Il y aura les 2 ténors, il y aura peut-être un 3e, mais généralement, juste après le 3e, tout le reste, on se demande pourquoi ils ont été candidats. Est-ce que déjà ce ne sera pas une grande surprise si Nelson Chamisa arrive à amener Emmerson Mnangagwa à un second tour? Ce sera déjà un exploit. Parce que quand on regarde le parti, le MDC traverse des difficultés. Le MDC a perdu son leader historique. Donc on peut s'attendre à ce que ces éléments fassent en sorte que l'électorat ne suive pas
comme il le faisait auparavant. Mais si malgré tout ça, il parvient à amener le président au second tour, il y a déjà une bonne surprise. Il restera maintenant à voir comment faire pour créer un sursaut avec les autres partis politiques, avec les autres candidats, certainement avec la société civile, parce que dans ces conditions, c'est ce que l'on fait. On essaye de rassembler le plus largement possible pour aller à l'assaut du président de la République lors de l'élection du deuxième tour. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons maintenant marquer la pause et juste après, ce sera l'invité de ce mardi.